Rokhaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kiffe ta race qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société, dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Ça y est, Kiffe ta race, c'est bien reparti. Après un épisode comeback et avec une rétrospective des actualités choisies des derniers mois, nous voici de nouveau en studio chez Pseudo Radio. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'écologie, de quartiers populaires, de politique de la ville, des freins à nos libertés de circulation. Trop souvent, on entend dire que les quartiers populaires se désintéresseraient de l'écologie, que les luttes pour le climat manqueraient de couleur, alors que ce sont les plus exposés au risque de la malbouffe, de la pollution, de l'étouffement et de l'assignation à résidence, les populations les moins privilégiées économiquement, dont les populations non blanches. Comment des projets écologistes excluent et se construisent contre les habitants des quartiers populaires? Comment une vision coloniale continue de gangréner les politiques publiques qui prétendent protéger, avec des petits guillemets, les populations plutôt que de les libérer? Pourquoi la liberté de circulation est un droit fondamental, trop souvent bafoué et intimement lié et nourri du rapport à notre terre? C'est tout de suite dans cet épisode de Kiffe ta race. Et pour en parler, nous avons invité Fatima Ouassak qui va nous faire part de son expertise à la fois de politique, de femme engagée et de politologue. Salut Fatima. Salut Rokhaya. Bienvenue. Merci, je suis ravie d'être avec vous. Très heureuse de te recevoir à nouveau parce qu'on t'avait déjà reçu, on va en dire plus tout à l'heure. Tu es politologue, tu as été porte-parole du syndicat de parents Front de Mer, tu es présidente du réseau Classe, Genre, Race et cofondatrice de Vert Dragon, dont on parlera tout à l'heure, la maison de l'écologie populaire à Bagnolet qui a été créé en 2021, et aussi autrice. Tu as écrit le livre pour lequel nous te recevons aujourd'hui, Pour une écologie pirate, et nous serons libres, qui est paru en 2023 aux éditions La Découverte. Tu as aussi précédemment publié La puissance des mers en 2020, et on en a parlé dans l'épisode 50 de Kiffe ta race qui s'appelait Cas d'école, : les mères au créneau. On l'avait enregistré en septembre 2020 et on le trouve toujours aujourd'hui sur toutes les plateformes de podcast. Dans Kiffe ta race, on a toujours le même rituel et tu t'es déjà prêtée à l'exercice, Fatima. On demande à notre invitée si elle se définit ou pas sur le plan racial et si oui, comment. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit la dernière fois Est-ce que je m'en souviens? Ça change tellement tous les jours. C'est ça. La question des identités. Bon alors, aujourd'hui, comment tu te définirais? Je crois que je me définis plus que jamais comme une femme arabe et musulmane. Et c'est le contexte qui m'oblige à ça, en fait. Moi, j'aimerais bien, comme beaucoup, me définir comme un être humain, membre d'une humanité, d'une citoyenneté universelle. Mais malheureusement, tous les jours, l'actualité me réduit en tout cas à me positionner, en fait, en tant que femme arabe et musulmane. Maintenant, je ne perds pas de vue... je crois, notre horizon commun, qui est que l'individu doit se définir, doit être perçu en tout cas, avant tout, à travers le projet politique qu'il défend et à travers la société à laquelle il aspire. Mais voilà, mais il y a toutes ces assignations, évidemment, qu'il faut prendre en considération et qu'il faut retourner, en fait. C'est comment, parce que je suis définie comme une femme arabe et musulmane, je me défends aussi en tant que femme arabe et musulmane. Alors, j'ai fact-checké dans mon oreillette et apparemment, tu as été assez constante depuis 2 ans. Je suis la même personne. Non, mais comme tu dis, c'est vrai que tu avais déjà parlé de complexité et d'évolutivité. Donc, bien sûr qu'on évolue. C'est-à-dire que même si c'est les mêmes mots que tu as prononcés à ce micro, elles ont des réalités, des situations qui ont bien sûr évolué depuis la dernière fois que tu les as dit. Et tu as beaucoup parlé de ce point de vue situé aussi la dernière fois, parce que tu commençais par ça dans ton livre La puissance des mers, de dire nous sommes toutes situées, c'est évident, nous sommes quelque part et notre point de vue part de ce point. Et tout en proposant, tu disais, un projet universel, et je pense qu'on va en reparler là ici, c'est très important de parler du fait que même si bien sûr on est situé, mais ça ne nous empêche aucunement de parler en tant qu'être humain au nom de tous les êtres humains. Alors, avant de rentrer dans ce qui t'anime aujourd'hui, on va parler de ton enfance et ton lieu de naissance notamment. Tu es née dans le Rif marocain, dans une famille d'origine amazigh, qui est une population autochtone africaine. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça détermine tes engagements actuels ?
C'est la terre, en fait, effectivement, qui m'a vu naître. C'est la terre aimée aussi. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que, alors, tu disais, Grâce, il y a ce point de vue situé, il y a ce point de vue qui est ancré quelque part aussi. Ça, je pense que c'est important aussi pour se définir. Moi, en tant que militante, et on va en parler en tant que militante notamment écologiste, mon point de vue, il est ancré dans les quartiers populaires de France et d'Europe. Mais il est ancré de l'autre côté de la Méditerranée aussi. Ça, c'est important dans ce que je défends. C'est-à-dire, moi, je défends vraiment une écologie, certes européenne, mais qui regarde vers l'Afrique. Et si je défends un projet qui regarde autant vers l'Afrique, qui a autant un cap vers le sud, c'est que j'en viens. Et ça, je crois que ça apporte une sensibilité à mon propos quand je parle d'un projet internationaliste, quand je dis qu'en fait, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, notamment concernant les conséquences du dérèglement climatique, que l'on sait encore plus désastreuses là-bas qu'ici. Et puis aussi, quand on envisage de lutter contre le dérèglement climatique, dans quelle mesure on l'envisage avec les populations, les peuples, les camarades qui sont de l'autre côté de la Méditerranée aussi. C'est de se dire, on ne va pas s'en sortir tout seul, en fait. On ne va pas sauver la planète seul depuis l'Europe, depuis l'Occident. Et oui, je pense que le fait d'être né là-bas, en fait, ça m'oblige à avoir un pied ici, un pied là-bas, et ça me met en situation pour penser un projet véritablement internationaliste, et tu l'as dit, Grâce, universel. Alors tu parles de terre aimée, et comme tu dis, c'est très important. Et je trouve que quand tu parles des quartiers populaires, notamment dans ton livre, mais aussi d'une manière générale, on retrouve un amour que tu portes vers cet endroit dans lequel tu vis, que tu étudies et aussi que tu vis. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette notion parce que quand on l'entend dans les médias, c'est quand même un terme qui est plutôt peu attractif. Enfin, c'est l'adjectif normalement du peuple, hein, c'est-à-dire peuple populaire. Ça devrait être apprécié, mais c'est aussi synonyme de vulgarité. Comment est-ce que toi, tu t'es réapproprié ce terme et tu l'emploies de façon ancrée aussi, c'est-à-dire que tu ancres ton propos dans ce terme? Alors, je suis lucide quand même sur cette terre dans les quartiers populaires. Je dis à quel point c'est une terre qui est laide, qui est ravagée. C'est pas beau du tout, les quartiers populaires, faut pas se mentir. On va pas s'inventer, on va pas s'inventer une terre, en fait. Et d'ailleurs, c'est parce que cette terre, elle est ravagée, c'est la plus ravagée dans l'Hexagone, qu'autant de personnes veulent la quitter. C'est parce qu'on y respire mal, c'est parce que c'est laid, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et donc, évidemment, on y est beaucoup plus stressé que si on vivait en bord de mer, à la campagne, à la montagne, etc. Donc, voilà, il faut être lucide sur la réalité de cette terre qu'on ne voit pas, d'ailleurs. Parce que les quartiers populaires sont tellement bétonnés, c'est la terre qui est la plus artificialisée. Donc, voilà, il faut être lucide par rapport à ça. Malgré tout, il y a effectivement un attachement, alors qui est le mien, mais je crois qui est celui de toutes les populations qui vivent dans les quartiers populaires. On est évidemment attachés à cette terre où grandissent nos enfants, tout simplement. Je veux dire, c'est une terre où on a en fait un rapport sensible, affectif. C'est l'endroit où nos enfants sont scolarisés à la maternelle. C'est l'endroit où on s'est rencontrés, on a rencontré son compagnon ou sa compagne dans le parc d'à côté. Enfin, je veux dire, c'est voilà, on a un rapport sensible quand même à cette terre-là. Et puis surtout, voilà, moi c'est ce que je défends dans mon livre, il faut de toute façon aimer cette terre parce que le sort de cette terre est totalement lié au nôtre, est totalement lié à nos familles, à nos enfants. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'en sortir, on ne pourra pas lutter contre la sous-humanisation, la déshumanisation, le racisme que l'on subit, les oppressions plus générale que l'on subit, si on ne protège pas cette terre, si on n'envisage pas de la libérer. Donc voilà, il y a un rapport, alors pas paradoxal, mais il y a un rapport complexe, on va dire, à cette terre. C'est effectivement une terre qui est laide, la plus ravagée, et en même temps, c'est une terre voilà, qu'on est condamné à aimer et qu'il faut libérer. Tu fais quelle différence entre sous-humaniser et déshumaniser ? Alors quand je parle de sous-humanisation, souvent c'est dans un contexte où je vais parler de hiérarchisation raciale.
Lorsque je vais parler de déshumanisation, je vais plutôt parler des représentations, en fait, qui tendent à réduire l'humanité ou à nier l'humanité. Donc d'un côté, c'est plutôt quelque chose de structurel, voilà, une hiérarchisation raciale, avec les blancs, les non-blancs. Quand je parle de déshumanisation, c'est vraiment cette volonté de t'enlever ta dignité humaine. Tu vois, donc c'est plutôt dans les représentations médiatiques, les représentations politiques. Mais bon, dans les deux cas, évidemment, on parle de racisme structurel. Dans ton livre, tu présentes ces terres des quartiers populaires comme des sous-terres dont les populations seraient indignes. Pour toi, en quoi le projet capitaliste a besoin de perpétuer justement cette ségrégation à la fois de classe et de race sur le territoire pour continuer à prospérer ? Alors, le système capitaliste a besoin d'exploiter la terre. Voilà, depuis son commencement. Comment on exploite la terre. Alors, quand on parle des terres du sud global, notamment d'Afrique, on parle d'extractivisme. On emploie moins ce terme pour parler des quartiers populaires de l'Hexagone et des terres d'Europe. Or, il se trouve que dans les quartiers populaires, on a affaire aux terres qui sont parmi les plus exploitées, les plus mises au travail. C'est là qu'on installe les usines polluantes, c'est là qu'on installe les échangeurs autoroutiers. Alors moi, j'habite et je milite à Bagnolet, où il y a donc cet échangeur autoroutier qui participe à une très très forte pollution atmosphérique, avec toutes les conséquences sanitaires que l'on connaît sur la population qui habite là. Et donc voilà, c'est la terre qui est la plus exploitée, la plus mise au travail par le système capitaliste. Pour mieux exploiter, plus exploiter cette terre, ce système a besoin aussi de déposséder la population qui vit sur cette terre de son pouvoir politique. C'est-à-dire que le système a besoin que les personnes qui vivent là ne puissent pas avoir leur mot à dire, justement lorsqu'on décide d'installer là une usine polluante, un data center, une déchetterie, etc. Donc les deux vont ensemble. On a besoin de dire à cette population: vous n'êtes pas ici chez vous, vous n'avez pas votre mot à dire en fait, parce que votre culture ça va pas, votre religion ça va pas, votre couleur de peau ça va pas, etc. On a besoin de dire à cette population-là donc qu'elle n'est pas digne, effectivement, de se sentir légitime sur cette terre-là pour pouvoir exploiter la terre. Donc vraiment, ce sont deux processus qui vont complètement ensemble, qui sont totalement liés, ici dans l'Hexagone ou en Afrique d'ailleurs. Pour revenir à ce que tu disais, de quelle manière ils sont dépossédés ? Parce qu'on pourrait te dire que tout le monde a le droit de voter, qu'ils n'ont pas plus leur mot à dire que n'importe qui en France quand on installe des usines ou des déchetteries. Ce processus de désancrage, comme je l'appelle, donc qui fait de cette population des sans-terre, comme tu l'as rappelé, ce processus de désancrage, il a mille et une manières de s'exprimer, de se mettre en œuvre. Ce qui paraît le plus évident, ce sont les contrôles policiers. C'est ce qui paraît le plus visible, le plus spectaculaire. C'est le fait de répéter à la jeunesse des quartiers populaires: montrez vos papiers. Montrez votre carte d'identité, montrez votre passeport, comme si cette jeunesse n'était pas là chez elle. Une grande partie de cette jeunesse, on le sait, est née ici en France, habite depuis toujours en France. Le fait de demander les papiers, c'est une manière de rappeler à l'ordre. C'est une manière de dire, en fait, on vous contrôle comme si vous étiez à un checkpoint ou à une douane. Et donc, c'est une manière de rappeler: vous n'êtes pas ici, chez vous, cette terre n'est pas la vôtre, vous n'êtes jamais que des étrangers. Tu vois, donc ça, c'est déjà une manière de désancrer. Mais il y a, vous vous souvenez, les débats en 2022 autour du grand remplacement d'une part et autour de peut-être d'une remigration. Alors tu parles de l'élection présidentielle et notamment de la candidature d'Éric Zemmour, mais le fait que le grand remplacement a été mobilisé, y compris par Valérie Pécresse, je crois. Absolument. Et surtout, ces notions sont sorties de la marginalité que constituent les groupuscules d'extrême droite et étaient présentes, ces notions, à des heures de grande écoute. C'est parmi les plus fortes audiences des débats présidentiels en 2022. On posait la question du grand remplacement. Et on posait la question peut-être de la remigration. Donc, tu vois, il faut aussi pouvoir se mettre à la place des populations, et je pense notamment aux enfants qui regardent la télé, les enfants non blancs qui vivent ici en France, dans l'Hexagone, qui regardent la télé et qui voient des personnes, des responsables politiques, s'interroger sur le fait que peut-être ils constituent une menace pour la France parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont immigrés, parce qu'ils sont non blancs, et peut-être que il faut envisager de les renvoyer dans leur pays d'origine. Ça participe du désancrage parce que c'est quotidien, parce que c'est total, parce que c'est tout le temps, en fait. Donc, ce n'est pas des petites choses comme ça de temps en temps. On voit bien que c'est du matraquage médiatique. Ça, plus ça, plus ça. Donc, je l'ai dit, les contrôles policiers, les débats politiques, tout ça mis bout à bout, en fait, participe de ces désancrages. Et on le voit, hein, le résultat, c'est que dans les quartiers populaires, très peu de personnes s'intéressent
à la question environnementale, à la question de la terre. Donc ça marche, ce processus de désancrage, il marche. Tu parles aussi d'une autre technique de désancrage dans ton livre qui est associée aux populations qui vivent dans les quartiers populaires. Donc historiquement, les quartiers populaires, c'est très associé dans l'imaginaire collectif aux grands ensembles. Alors c'est pas que ça, hein, mais il y a aussi des anciennes cités minières, industrielles. Mais c'est vrai que quand on pense à quartier populaire aujourd'hui, on a cette image des grandes barres, donc ces grands ensembles construits dans les années 50 à 70 et qui accueillaient de la main-d'œuvre. Dans le jargon politique, on parle de quartiers prioritaires de la ville. Avant, c'était les quartiers sensibles, encore des formes d'euphémisme pour tourner autour de la question. Parler d'immigration en France, c'est considérer les gens uniquement par rapport à leur utilité à la société. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très poignant dans ton introduction et aussi tout au long du livre. Comment on déshumanise les gens? C'est en fait en ne voyant que le côté, d'abord c'est de la main-d'œuvre. Il y a eu les essentiels pendant la pandémie. Il y a les métiers en tension qu'on va encore rediscuter au Sénat à la fin du mois de novembre par rapport au volet de la loi immigration. Voilà, c'est comme si la main-d'œuvre n'était pas vraiment humaine. Ce serait, c'est des sous-humains. Et c'est parce qu'on les considère uniquement par ce prisme de l'utilité. Est-ce que tu peux nous rappeler ça? Oui, alors je pars en fait des éternels débats sur l'immigration en France, où on a d'un côté, c'est vrai, un propos plutôt d'extrême droite, qui tend à parler justement de grands remplacements. Ces gens-là sont un problème pour la France, c'est un danger, c'est une menace, etc. Il faut les virer. Voilà, il faut qu'ils retournent chez eux. Voilà, on n'a pas besoin d'eux ici. Ça, c'est quelque chose qui est connu, qu'on connaît, qu'on combat. Mais je montre aussi que, en réalité, même dans ces oppositions, on retrouve en fait un propos raciste qui tend à effectivement déshumaniser la population non blanche qui vit dans l'Hexagone en la réduisant effectivement à sa force de travail. Et ça, c'est pas nouveau. Depuis qu'on a ce rapport aux immigrés africains qu'on a été chercher pour reconstruire la France, on a considéré que ces gens-là, en fait, s'ils étaient ici en France, c'était pour travailler dans les usines, et s'ils se levaient le matin, c'était pour reconstruire la France. Voilà. On n'a pas envisagé que peut-être, de leur point de vue, ces personnes-là, elles n'avaient pas forcément comme projet de reconstruire la France, mais elles avaient plutôt comme projet de partir pour leur famille, pour leurs enfants, partir à l'aventure aussi. Il n'y a pas forcément un projet autour du travail. Moi, mon propre père, il est parti d'Algérie à 18 ans, il est parti à l'aventure à 18 ans. Il n'est pas parti pour sa famille, il n'avait pas de famille, voilà. Il voulait bouger, il voulait traverser la Méditerranée, il voulait un peu faire le pirate, quoi. Mais ça, on ne l'envisage pas. C'est-à-dire que d'ici, en fait, de l'institution, on a cette impression que les immigrés, en fait, ne se réduisent qu'à la force de travail. Et ce que je disais, c'est que même dans les oppositions à l'extrême droite, donc même à gauche, en fait, même dans l'écologie, quand on va plaider pour une indulgence vis-à-vis des personnes migrantes et des populations immigrées, on va plaider autour de leur utilité. Et on va dire, mais si, laissez-les ici en France, ces gens-là, regardez, le secteur du bâtiment s'effondrerait. Le secteur de la restauration s'effondrerait, donc tous les secteurs en tension et tous les secteurs précaires et tout. Et donc, en fait, on mobilise un argument autour de donc, l'utilité de la force de travail, là où il faudrait mobiliser la question de l'égale dignité humaine. Ces personnes-là ont le droit d'être ici en France parce qu'elles sont nos égales dans la dignité humaine. Point barre. Il n'y a pas besoin de réduire ces personnes à leur utilité, comme on ne réduit pas les populations blanches qui sont présentes partout ailleurs dans le monde, notamment en Afrique. On ne se pose pas la question quand la moitié de la population française se retrouve au Maroc. Enfin, je caricature un peu, mais bon, voilà, le Maroc est une destination importante pour les touristes français, les touristes européens. On ne se pose pas la question de leur utilité au Maroc, et pourtant, ils peuvent traverser très tranquillement la Méditerranée. Voilà. Donc, pourquoi ce qui est possible dans un sens, la possibilité de circuler sans entrave et sans avoir à le justifier, sans condition, donc, n'est pas possible dans le sens inverse. Donc, effectivement, moi, je pense que la question de l'utilité, elle doit être déconstruite. Il faut réussir à imposer cette question de l'égale dignité humaine. Tu parlais des terres, des quartiers populaires tout à l'heure. Juste petite parenthèse, effectivement,
Tu parlais des zones sensibles et des quartiers politiques de la ville, etc. Cette manière de qualifier cette terre-là, ici, qui est habitée aujourd'hui essentiellement par des populations non blanches, je trouve ça intéressant, en fait, que tout ce jargon administratif, j'en parle dans le livre. C'est-à-dire qu'on va parler des zones sensibles, on va parler des ZEP, des US, on va parler des REP+, on va parler avec Gérald Darmanin de quartiers de reconquête républicaine. Voilà une manière aussi de désancrer, voilà une manière de mettre à distance. Et puis de mettre à distance la population qui vit là, je le disais tout à l'heure au début, en fait, avec la terre qu'elle habite pourtant. Tu vois, le fait d'appeler ta terre ZEP ou ZEP+, ou ZUS, bon, ça fait moins rêver. C'est de se l'approprier, quoi. Que la vallée des grands chemins. Tu vois, moi, je dis pourquoi on n'appellerait pas ça la vallée des pirates, les plaines du dragon. Tu vois, ça ferait un peu plus rêver nos enfants, je pense, et il y aurait un attachement un peu plus fort à la terre que ZUS et ZEP+, et quartiers de reconquête républicaine, et oui, un jargon vraiment colonial, quoi, quasi policier. Oui, je pense qu'il y a aussi, de notre côté, en fait, à réenvisager cette terre-là, mais de la même manière, à réenvisager aussi la manière dont on qualifie, on nomme la terre, nos terres d'origine et nos terres en Afrique. De toute façon, pour moi, les deux sont liés. C'est-à-dire les deux échelles sont liées. Les quartiers populaires ici dans l'Hexagone et en Europe, et les terres d'origine là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique, mais aussi en Asie, là d'où on vient, quoi. On a évoqué la maison Vert Dragon que tu as contribué à créer à Bagnolet, non sans mal. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce projet, peut-être un peu rapidement, et des embûches qui ont été notamment créées par la gauche et des soupçons qui sont portés sur vous? Alors, ce qui s'est passé à Vert Dragon, c'est dans la stricte continuité de ce qui s'est passé pour ce qui concerne cette question de l'alternative végétarienne dont je vous avais parlé à l'époque, après la parution de La puissance des mers, à mon grand étonnement quand même, parce que quand on avait ce projet de fonder Vert Dragon, donc la première maison de l'écologie populaire avec Alternatiba, donc c'est Front de mer avec Alternatiba, moi je pensais quand même qu'on avait passé un cap. Ça a été dur de mener un certain nombre de luttes écologistes, mais là c'est bon. Là on est quand même reconnu, on a des partenariats, on a comme partenaire Alternatiba. Alternatiba, ce sont les enfants de ceux qui nous ont attaqués. C'est ce qu'on se disait en fait. On se disait mais voilà, ils vont quand même pas attaquer Alternatiba. Juste rapidement pour les gens qui n'auraient pas écouté le podcast, en fait ce que tu dis c'est que quand tu t'es mobilisé pour l'alternative végétarienne dans les cantines scolaires, on a soupçonné en fait une intention d'imposer le halal, quoi, juste pour fermer la parenthèse. Oui, voilà. et allons jusqu'au bout de la parenthèse, islamiste. Voilà, j'avançais masquée. Mettons les deux pieds dans le plat. Ouais. Pas que le halal. Ah non, moi j'avais comme ambition d'islamiser l'école et l'ensemble de la société. Par les lentilles, faut être clair. Bah oui, je refuse cette modestie maintenant. Non, moi j'avais un vrai projet d'islamisation du monde et de l'univers. Oui, c'est ça en fait, effectivement, c'est à ça qu'on a été confrontés. Et ce que je disais, c'est qu'au moment où on cherche à fonder Vert Dragon, on pense que c'est bon, en fait. On pense qu'on a essuyé les plâtres et que maintenant c'est bon. Voilà, ceux qui nous ont attaqués par le passé voient bien à quel point on est sincère, justement. On n'a pas islamisé la société, en fait. On a gagné d'ailleurs sur l'alternative végétarienne. On a juste obtenu gain de cause sur l'alternative végétarienne et tous les enfants de Bagnolet en bénéficient. C'est vraiment et d'ailleurs, dans l'intérêt général de l'ensemble de la population. D'ailleurs, ça marche très très bien, l'alternative végétarienne à Bagnolet, pour toutes les catégories de population de Bagnolet. Donc tu vois, on se disait bon, c'est bon, on avance quoi. Et pas du tout. Ça a été pire en fait pour Vert Dragon. On a été vraiment attaqué, mais de toutes parts au niveau local. Et alors il y a quelque chose effectivement d'intéressant que j'analyse dans le livre. Il y a une jonction, une alliance. Parce que nous, on pense qu'on fait alliance entre féministes, écologistes, antiracistes, etc. Mais en face, il y a des alliances aussi. Et là, il y a eu une alliance entre l'extrême droite nationale et notamment les médias, donc comme CNews notamment, Valeurs Actuelles, etc., avec l'ensemble du champ politique local qui est de gauche, parce que Bagnolet, c'est une ville de gauche. Tu vois, le parti le plus à droite, c'est le PS à Bagnolet. Donc, okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extrême droite. Non. Ça veut juste dire qu'en fait, l'extrême droite, tu la retrouves à gauche. C'est-à-dire que tout se rejoue à gauche, tout se rejoue à la gauche du PS. Et on a eu donc une alliance entre ce champ politique local, donc plutôt de gauche, c'est notamment le Parti communiste local, la LDH locale, Attaque locale, etc. Donc tu te dis, mais c'est pas possible que ces organisations nationales avec lesquelles travaille aujourd'hui Vert Dragon, c'est pas possible que leur section locale nous attaque à ce point, et surtout font alliance avec l'extrême droite nationale, ils relayaient notamment sur les réseaux, ils ont envoyé un courrier au maire pour dire, mais il faut surtout pas que vous laissiez ce lieu, donc
963 mètres carrés. Alors, je dis dans le livre, c'est pas 1000 mètres carrés. Nous, on arrondissait, en plus méditerranéenne comme on arrondissait au-dessus. Tu vois, on disait 1000 mètres carrés. Et en fait, non. Là, c'était 963 mètres carrés. Et ceux qui nous attaquaient insistaient bien sur chaque mètre carré. Et tu sentais que chaque mètre carré comptait. C'était un mètre carré de trop, quoi. C'est trop de mètres carrés pour ces femmes-là, en fait. Il y avait vraiment un truc mais on ne peut pas laisser un lieu comme ça, 1000 mètres carrés, à ces femmes, et tu le disais, et je le cite, qui doivent préparer. Alors, je te laisse citer. Je les cite parce que c'est tellement moche que dans ta bouche, tu vois, je préfère le dire, que vous alliez, dans ces 963 mètres carrés, siroter des thés à la menthe. Absolument. Mais en plus, c'est tellement sexiste, c'est-à-dire qu'au-delà du racisme, c'est aussi complètement sexiste, quoi. L'idée que les femmes ne peuvent pas se mobiliser politiquement, que forcément, si elles se réunissent, c'est pour siroter du thé et j'imagine balancer des ragots, quoi. Ouais, absolument. Alors, il y avait aussi toute une campagne qui était menée, parce que c'est concret, hein, c'est pas juste comme ça, en conseil municipal ou sur les réseaux sociaux. Il y a eu une campagne d'affichage autour du lieu. Alors évidemment, on ne dit pas dehors les Arabes, dehors les Noirs, etc. Hein. Évidemment, on est de gauche. Donc on dit ce sont des personnes, des femmes qui sont une menace, un danger pour les valeurs de la République, par exemple, pour la cohésion nationale, pour la laïcité, tu vois. Sans expliquer pourquoi ? Mais non, puisqu'on s'appelle Fatima. Tu vois, donc il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est déjà un danger. En soi. Et il y a comme ça, quelque chose de tacite, en fait. Vous voyez, si ces femmes-là, on leur laisse 1000 mètres carrés, même si c'est qu'à Bagnolet, c'est pour ça qu'il y a une jonction avec l'extrême droite nationale. Imaginez, ça va contaminer le reste du territoire et en fait, ce sont des personnes qui vont croire qu'elles peuvent faire autre chose qu'être utiles dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la restauration, etc., etc. Donc, il y avait vraiment un enjeu idéologique en fait à nous combattre parce qu'on était la première maison de l'écologie populaire. Moi, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose autour de là où nous on aurait pu dire, mais c'est juste un endroit en France où on essaye de mener une écologie depuis les quartiers populaires, donc une écologie antiraciste. Parce que l'écologie populaire, c'est une écologie antiraciste. Mais on se disait, mais c'est expérimental, on va nous laisser tranquille. Et pas du tout. Il y a vraiment cette volonté d'empêcher cette expérience parce que c'est une expérience qui peut faire des petits. D'ailleurs, ça fait des petits. Donc, voilà, il y a vraiment à ça qu'on a été confrontés. Ça a été vraiment spectaculaire. Je le disais, hein, il y a une campagne d'affichage. Il y a un courrier, je le disais, d'un membre de la section locale de la LDH et de la France Insoumise, parce que souvent, ils ont plusieurs casquettes. Hein, c'est les notables locaux. Courrier qui a été envoyé au maire pour dire sortez-les de là, chassez-les de là. Elles n'ont rien à faire là, sur la base de rien. Hein, et malgré la présence d'Alternativa. Donc c'est un collectif c'est un collectif mouvement climat, voilà, assez traditionnel. Malgré la présence d'Alternativa, on y a vu surtout le Front de Mer, le danger que pouvait constituer le Front de Mer, parce que le Front de Mer est une organisation antiraciste, c'est tout. Je veux dire, si on est aujourd'hui écologiste en France, féministe, anticapitaliste, on peut mener des projets, même s'ils sont, on le sait, de plus en plus criminalisés par l'État français, et notamment par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, on peut mener la lutte. Mais vraiment, il y a une question sur laquelle les opposants sont sans pitié, c'est la question de l'antiracisme. Maintenant, je dis ça, mais comme sur l'alternative végétarienne, quand je vous en avais parlé à l'époque, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a gagné. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, ok, on a été très, très attaqués, et notamment au moment de la reconduction du bail. C'est-à-dire que nos opposants savaient que c'était un bail précaire et qu'il allait être renégocié notamment avec la mairie, grâce à un bon rapport de force, grâce à notre détermination aussi. Parce qu'en fait, en réalité, voilà, nous, c'est pas vrai, on mène pas un projet masqué pour islamiser le monde. Nous, J'avais des doutes. C'est pour ça qu'on t'a invité quand même. Hein. Depuis tout à l'heure, j'étais suspendue à télé. Je me dis, mais quand est-ce qu'elle va nous dire que... Non, mais c'est ça, il faut le dire. Non, nous, vraiment, on aime nos enfants, en fait. Nous, on est là vraiment pour nos enfants. Nous, on veut vraiment un lieu où nos enfants puissent se sentir bien, où ils puissent expérimenter le fait qu'ils sont chez eux, sur ces 963 mètres carrés-là. C'est leur terre ici. Qu'on travaille à ce qu'ils puissent être libres, à ce qu'ils puissent circuler librement. On travaille à un projet de lutte contre la pollution de l'air, par exemple. On travaille à ce qu'ils puissent bien manger. Il y a une AMAP, par exemple, à Verdragon, etc. Donc, bah oui, à partir du moment où tu as cette détermination, tu sais pourquoi tu es là. Tu sais que tu es là pour tes enfants. Bon, franchement, on était invincibles. Même si on avait cherché à nous chasser, on y serait encore aujourd'hui. On aurait fait une sorte de ZAD, on aurait appelé les camarades de Notre-Dame, d'ailleurs, et puis on aurait... je pense que voilà, de toute façon, on ne serait pas sortis. Mais en tout cas, ce combat politique, il a été gagné. Et ça, je pense que c'est important aussi de le dire. Les attaques, elles sont là, il faut les dire. Moi, je pense que c'est important pour comprendre pourquoi on a autant de mal à mener un projet écologiste depuis les quartiers populaires, un projet politique de manière générale, de toute façon. Il faut le comprendre, il faut l'analyser. Et en même temps, il faut dire aussi aux camarades qui nous écoutent, aux auditeurs, aux auditrices, à quel point aussi, quand on reste déterminé, quand on sait pourquoi on est là, quand on a un projet politique clair en tête, une bonne stratégie,
personne ne peut nous virer de Verdragon ou d'ailleurs. Et ça, c'est important aussi de le dire, que les victoires, elles existent dans les quartiers populaires et que la lutte continue. En parlant d'AMAP. En parlant de bien manger et d'AMAP, moi, je pense que ce chapitre-là dans ton livre, il est extrêmement puissant. Hein. Quand on parle de manger, on parle de la colonisation de nos corps aussi, c'est-à-dire la domination de l'agroalimentaire. Et est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu analyses l'AMAP comme étant une hypocrisie? Alors l'AMAP, c'est l'association... attends, je sais plus ce que ça veut dire. Non plus. Voilà. Non, mais c'est là où tu vas chercher des carottes, quoi. Ouais. Avec des producteurs locaux. C'est ça, des produits locaux, t'as tes paniers bio, enfin voilà. On achète à l'avance les productions de producteurs locaux pour qu'ils puissent planifier dans l'année ce qu'ils distribuent. Pourquoi est-ce que la MAP, c'est hypocrite? Alors déjà, la MAP, c'est bien quand même. C'est bien parce que ça permet d'avoir accès à une nourriture, comme tu l'as dit, saine, équilibrée. C'est une nourriture bio la plupart du temps, de proximité, donc en circuit court. Ça permet de travailler directement avec les maraîchers et les maraîchères, sans intermédiaire. Et donc, ça permet aussi de faire que ces maraîchers et ces maraîchères puissent être rétribués correctement, justement, par rapport à leur travail. Cette dimension-là, elle est importante aussi. C'est bien aussi dans les quartiers populaires parce que ça permet d'avoir... du lien avec la terre. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour des populations qui vivent désancrées, sur des terres, mais qu'ils ne voient pas, tu vois, nous, on voit que du béton. Quand il y a un petit peu de terre, c'est un espace vert, c'est ultra rectangulaire. Tu vois, c'est vraiment un service municipal, en fait, la terre dans les quartiers populaires. Donc là, tout à coup, de pouvoir toucher une maraîchère, moi, je sais que voilà, la terre, pour moi, c'était au pays, c'était au Maroc. Mais ici, bon, je ne savais pas à quoi ça ressemblait, un paysan et une paysanne. Donc là, ça permet vraiment de renouer avec la terre et donc de renouer avec nous-mêmes. Donc le dispositif en soi, tu vois, il est bien. Maintenant, effectivement, sa réalité, c'est que... Parce qu'on dit, la MAP, c'est un truc de bobo, aujourd'hui. C'est-à-dire que seules les classes moyennes supérieures, blanches, urbaines, ont accès, en fait, à ce que peut proposer la MAP. Donc nous, on dit, on va proposer une AMAP populaire. Tu vois, mais en réalité, dès le début, quand on l'a mise en place à Verdragon, on savait que c'était pour montrer ces dysfonctionnements en réalité. Parce qu'on savait bien que si toutes les populations qui habitent dans les quartiers populaires de la région parisienne se disent « mais oui, finalement, ça coûte moins cher même d'aller se fournir auprès de la MAP plutôt qu'auprès des hypermarchés, allons-y, c'est de la nourriture qui va permettre à nos enfants de bien manger, etc. » Même si toute la population prend conscience en fait de l'intérêt de la MAP, mais le dispositif s'effondre en 2 minutes. Parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de ressources pour... Il n'y a pas suffisamment de nourriture saine, équilibrée, pour tout le monde. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est un système qui est conçu, non pas pour démanteler un système injuste, mais juste pour corriger à la marge le fait qu'on est massivement... Alors, c'est pas pour corriger à la marge, c'est pire que ça. C'est pour permettre à cette classe moyenne supérieure blanche de se réserver une part correcte de la nourriture. C'est donc dès le départ un dispositif de classe. Il n'est pas du tout pensé pour l'ensemble de la population. Et donc, voilà, nous, on a mis en place une AMAP, mais en réalité, c'est aussi pour petit à petit, en fait, poser la vraie question qui est la question des modes de production de l'alimentation. C'est comment on produit de l'alimentation et dans quelle mesure on peut produire une alimentation saine pour tout le monde, dès le départ, en fait. Et donc, voilà, c'est un dispositif qui est bien. Je le dis aussi pour les camarades qui mettent en œuvre, en fait, et qui sont sincères. Je parle notamment de la Fédération des AMAP de France, mais je parle aussi des personnes qui coordonnent et qui organisent l'AMAP à Verdragon. Évidemment que le dispositif, il est bien. Il ne s'agit pas de pointer du doigt l'AMAP en tant que telle. Hein. Il s'agit bien surtout de dire, en fait, qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion plus structurelle en fait de la question de l'alimentation. Et donc il faut remonter. Il y a notamment cette expérience dont je parle un petit peu dans le livre de sécurité sociale de l'alimentation, qui est une expérimentation qui est intéressante en fait, qui pose davantage la question des modes de production capitalistes et de comment en fait on peut réfléchir à autre chose. Pour une écologie pirate, tu mobilises beaucoup de termes liés à la mer MER cette fois, donc l'ancrage, le désancrage, prendre la mer, le pirate. Et tout ça, c'est aussi lié à cette valeur fondamentale que tu défends, dans la liberté de circulation qui est souvent bafouée. Est-ce que tu peux nous parler plus de ce travail sur lequel ton attention porte ?
Alors pour moi, l'écologie pirate, c'est 2 dimensions qui sont importantes. Il y a la terre, et on en a beaucoup parlé, mais il y a aussi la liberté. Et j'ai beaucoup insisté sur cette notion-là, la liberté dans le livre, de manière générale, pas que la liberté de circuler, parce qu'en fait, on ne pense jamais à la liberté quand on parle des quartiers populaires. On a l'impression que cette population qui vit dans les quartiers populaires, donc essentiellement non blanche, elle n'a pas besoin de liberté. La liberté, c'est pour des gens qui peuvent l'apprécier. En fait, c'est pas pour ces gens-là, en fait, qui, se soucient surtout de leur survie, s'occupent surtout de leur chômage, de leur misère. Bon, la liberté, c'est du luxe, en fait, en réalité. C'est presque comme de la confiture qu'on laisserait à des cochons, en réalité, la liberté quand on parle des quartiers populaires. Alors même qu'il s'agit d'une population qui est sous contrôle permanent. Et moi, je dis non, la liberté, elle est centrale dans les quartiers populaires. On ne se contente pas simplement du métro, boulot, dodo, en fait. Nous aussi, on ne survit pas au fait de ne pas être libre, au fait d'être assigné à résidence, au fait de ne pas pouvoir circuler tranquillement dans l'espace public, au fait de ne se sentir chez soi que dans son petit appartement exigu. Et donc, la question de la liberté, elle est importante. Alors, pour le dire de manière un peu poétique, je passe par la piraterie, effectivement, donc symbole absolu pour moi, évidemment, de la liberté, de la libération, et par ce manga, donc One Piece. Pour les fans, c'est important de dire que tu dis que c'est un manga qui est très populaire auprès de la jeunesse, mais notamment dans les quartiers populaires, parce qu'il y a cette idée de liberté et aussi de division entre des personnes qui sont moins valorisées. C'est-à-dire qu'en fait, One Piece, c'est un phénomène de société. Et effectivement, en France, c'est le pays où ce manga est le plus lu, le plus vendu au monde, juste après le Japon. De toute façon, One Piece... Comme tous les mangas, en fait. Ouais, mais la France, c'est le deuxième pays du manga au monde. Ouais. Absolument. Et One Piece, c'est le manga le plus lu, le plus vendu au monde de tous les temps. Alors, c'est un phénomène de société, mais oui, là où j'insistais un petit peu dans le livre, c'est que c'est aussi un phénomène de quartier. Et pour une fois, on vient avec un référent écologiste qui parle à tout le monde, mais qui parle aussi au quartier. Et je trouve que c'est intéressant de mobiliser ce manga-là, parce qu'effectivement, la question de la liberté, elle y est centrale, et parce que je trouve que vraiment, ces enfants pirates qui rêvent de mer, qui rêvent de piraterie, qui rêvent de prendre le large, qui rêvent d'être libres finalement, ça correspond, je trouve, assez bien aux aspirations de cette jeunesse des quartiers populaires à qui on réduit les horizons, qui sont emmurés. Moi, je parle beaucoup, justement parce que j'ai beaucoup travaillé dans la politique de la ville, des processus de résidentialisation, de parcellisation dans les quartiers populaires, et donc c'est de l'emmurement en fait. Alors on est censé lutter contre le dérèglement climatique, en réalité on n'a jamais autant bétonné, en Seine-Saint-Denis notamment, qu'aujourd'hui. Moi je pense qu'il y a, oui, chez cette jeunesse-là, une aspiration comme ça à être libre, à casser les murs et à être libre. C'est comme ça aussi que je lis, moi, que j'analyse le soulèvement populaire qui a eu lieu après la mort de Naël, donc le 27 juin 2023. Moi, je le lis aussi comme une aspiration donc, à casser les murs. C'est vrai qu'on casse et on brûle, etc. Mais une aspiration à élargir. Et moi, je le lis comme de l'espoir, en fait. On veut respirer, on veut être libre, on veut prendre le large. Et donc, voilà, il y a cette idée de liberté qui, pour moi, doit être centrale, autant que la question de l'ancrage. Et ensuite, je précise les choses. Il s'agit de toutes les libertés fondamentales, mais en particulier une liberté qui n'est pas considérée comme un droit fondamental, la liberté de circulation sans condition, que j'essaie de défendre dans le livre, depuis les quartiers populaires de l'Hexagone. Ça, c'est important parce que la liberté de circuler, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la gauche radicale, dans la gauche révolutionnaire, dans une perspective internationaliste qui parle peu dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que si vous dites juste liberté de circuler dans les quartiers populaires, vous allez passer pour une gauchiste, une hippie, qu'est-ce qu'elle raconte, on a d'autres problèmes dans la vie. Et puis il y a aussi ce syndrome de l'immigré qui a tendance un peu à fermer la porte derrière lui. Ça c'est vrai, c'est réel, c'est pas à généraliser, mais ça existe. Là, tout à coup, lorsque vous venez avec cette aspiration à la liberté de circuler depuis les quartiers populaires en disant, par exemple, la liberté de circulation sans condition, c'est le droit d'accueillir sans condition. Mais pas n'importe qui, ça peut être accueillir sa grand-mère pour venir jouer avec les enfants. Alors, je réduis pas la grand-mère à son utilité, apprendre la langue, mais c'est une sorte de réparation par rapport à des traumatismes, par rapport à une amputation, par rapport à nos langues, nos spiritualités, nos villages, nos terres, etc. Là, tout à coup, ce droit d'accueillir sans condition, ça apparaît comme une manière d'être chez soi ici. On sera chez nous, en France, et en Europe, que dès lors qu'on pourra accueillir qui on veut sans avoir à le justifier par rapport aux revenus, par rapport à la superficie de l'appartement, etc., etc. Par rapport au pays d'origine aussi. Par rapport au pays d'origine là-bas. Et donc, c'est vraiment une manière d'ancrer cette question de la liberté de circuler dans la réalité des familles des quartiers populaires.
Merci beaucoup Fatima Ouassak. On avait énormément de questions à te poser, malheureusement le temps nous manque. Donc c'est la fin de ce nouvel épisode de Kif Taras avec Fatima Ouassak. On vous invite vraiment à visiter et à soutenir Vert Dragon, qui est la maison de l'écologie populaire située à Bagnolet, à lire Pour une écologie pirate et Nous serons libres, qui est paru aux éditions La Découverte, et aussi La puissance des mers, paru aux mêmes éditions. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions, de vos commentaires, de vos questions et de vos réflexions sur la conversation que nous venons de mener. Écrivez-nous sur kiftaraspodcast@gmail.com ou contactez-nous sur les réseaux sociaux X, Facebook, Instagram en suivant nos comptes @kiftaras ou avec le hashtag Kiftaras. Kif Taras est un podcast produit par Pseudo Radio. La réalisation est signée Taïsia Froidure. La prise de son est assurée par Marc Delay. Pensez à vous abonner au nouveau fil sur votre plateforme habituelle d'écoute de podcast et retrouvez-nous aussi sur le site pseudoradio.com. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Fatima. Merci Rokhaya, merci Grace, ça a été un plaisir. Partagez.